Voilà, merci beaucoup Anne, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Donc effectivement, c'est une question qu'on se pose. On va voir est-ce qu'on se la pose souvent. Mais en fait, on a toujours peur en fait, de reprendre l'anticoagulation. Un patient a saigné en plus dans la tête. Mais on sait vraiment sous-jacent un risque d'AVC ischémique. Donc c'est un peu la balance risque-bénéfice qui doit être jugée au cas par cas. Donc voilà l'article dont que je vais discuter brièvement. Donc voilà, direct oral anticoagulant versus no anticoagulation. Donc voilà, est-ce que c'est safe de recommencer l'anticoagulation avec des nouveaux anticoagulants versus l'aspirine ou rien après une hémorragie intracérébrale. Donc peut-être un bref rappel, combien d'hémorragies on a par année à Genève. Donc on a souvent parlé 80% d'ischémie, 20% d'hémorragie parmi les AVC en général. Là vous voyez la proportion. À Genève il y en a moins d'AVC hémorragiques, probablement parce qu'on contrôle mieux les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ça nous fait 87 hémorragies par année à Genève. On a des données récentes à Genève, une incidence de 17,3 pour 100 000 habitants, l'âge 74 ans et un peu moins de femmes que d'hommes. Donc les causes sont principalement l'hypertension dans 50% des cas. Vous voyez que le traitement anti-agrégant ou anticoagulant provoque à peu près 10% des hémorragies intracrâniennes. Donc ça, c'est aussi cette réduction, enfin cette impression que c'est moins de ce qu'on pouvait penser, est dû au fait qu'on utilise ces nouveaux anticoagulants qui réduisent de 50% le risque hémorragique par rapport au Syntron par exemple. Et après, si on regarde la mortalité, donc on voit ici à droite, donc vous voyez la survie à 3 mois, et vous voyez donc en rouge les hémorragies intracérébrales, donc une mortalité beaucoup plus élevée que les AVC ischémiques, avec des décès plus progressifs au cours des premiers mois. Vous voyez aussi, pour l'anecdote, les hémorragies sous-arachnoïdiennes, donc qui provoquent un décès en phase aiguë, mais souvent c'est des patients plus jeunes. Donc ensuite, la mortalité n'augmente pas, enfin, le case fatality. Donc là, voilà le cas qu'on craint un peu. Vous voyez ce patient avec une hémorragie pariétale gauche, donc un patient de 76 ans, bonne santé habituelle, il est hypertendu, il a une FA mal anticoagulée, mais malgré ça, il fait cette hémorragie intracérébrale avec une aphasie de Wernicke. Donc il évolue favorablement. Donc voilà, on voit cette image qui est impressionnante. Voilà, j'ai peur d'anticoaguler, ce qui est tout à fait raisonnable, mais en même temps, le risque est hémorragique. Ici, je me dis, bon, j'attends un peu, mais alors quand reprendre 7 jours, 14 jours, 3 mois? C'est un peu le dilemme auquel on fait face. Donc voilà, c'est vraiment cette question que se pose l'article. Donc quel est le risque d'une reprise d'anticoagulation? Donc risque hémorragique par rapport aux bénéfices avec une réduction d'AVC ischémique. Donc vous voyez ici une méta-analyse, donc avant la publication, vous voyez qui compare en fait l'anticoagulation ou l'arrêt. Vous voyez que les collectifs jusqu'à cette étude sont relativement faibles. Vous voyez pour une tendance à la diminution des AVC, de tous les AVC, une mort cardiovasculaire. Les AVC ischémiques, là c'est ce à quoi on s'attend, une réduction. Les hémorragies, voilà, une augmentation, mais pas à la limite de la significativité. Donc voilà, la question restait ouverte. Donc voilà l'étude dont on parle, donc multicentrique. À la base, 654 patients étaient prévus, mais dû à un recrutement difficile, notamment en période Covid, 319 patients ont été inclus, donc avec une FA, donc une indication claire à l'anticoagulation, et un antécédent d'hémorragie intracrânienne. Donc voilà, DOAC, donc un nouvelle anticoagulation qui était à choix du médecin traitant,
ou pas d'anticoagulation ou aspirine. Voilà, vu le nombre de patients inclus, ces deux groupes ont été inclus dans le même chapeau, je dirais, de pas d'anticoagulation. Deux mesures, donc deux endpoints, donc AVC ischémique et la récidive d'hémorragie intracrânienne avec une marge d'infériorité donc inférieure à 1,735 sur le hazard ratio, qui veut dire qu'on tolère en fait une augmentation de 73% du nombre d'hémorragies au maximum pour parler de non-infériorité. Donc voilà les patients inclus, donc beaucoup de patients, c'est une étude européenne principalement caucasien, et là vous voyez l'hypertension, vraiment le facteur de risque le plus important. Voilà la localisation des hémorragies intracrâniennes, lobaires ou non lobaires, on en reparlera, qui était à peu près la même chose dans les deux groupes. Voilà, si on regarde maintenant le nombre d'événements, l'AVC ischémique, donc nettement moins élevé chez les patients anticoagulés. Par contre, une augmentation également de 5 fois du nombre d'hémorragies. Donc aussi là, médiane de suivi 1,9 années, donc c'est relativement court aussi. Donc si on regarde les courbes de survie, vous voyez ici donc les AVC ischémiques avec la réduction impressionnante. Donc là, vous avez le nombre de patients sans anticoagulants, ici sans anticoagulants. Non, pardon. Là, ici, sans anticoagulants avec une augmentation du nombre d'AVC et sous anticoagulants avec une diminution du nombre, donc avec une diminution d'à peu près 20 fois. Les AVC hémorragiques, vous voyez, alors là, une augmentation régulière du nombre d'AVC sous DOAC et par contre, un risque nettement moins élevé avec les DOAC. Donc si on parle maintenant de cette marge, cette limite pour prouver la non-infériorité, donc on dit 1,735, donc vous voyez ici, donc la marge supérieure aurait dû être inférieure à cette limite-là. Donc vous voyez ici, on est à 60, donc on est nettement plus élevé, donc on n'est vraiment pas non inférieur. Donc qu'est-ce que dit l'étude? Donc réduction du nombre d'AVC ischémiques, augmentation du nombre d'hémorragies intracrâniennes, donc on n'est pas vraiment surpris ni étonné, mais quand même ça confirme l'impression. Donc quand même les limites de l'étude, difficulté de recrutement, une population peu diverse, un follow-up court, 1,9 années, il y a quand même eu des biais de sélection, donc on a remarqué des AVC de plus petite taille, moins sévères. Souvent on a demandé aux patients de consentir, ce qui est normal, mais ça crée un biais de sélection par rapport à la population générale d'hémorragie qu'on peut constater dans les études épidémiologiques. Puis le nombre aussi diminué a limité le nombre, les possibilités d'analyser par sous-groupe, notamment, vous voyez, la localisation d'hémorragie. On dit souvent, voilà, profond, c'est plutôt hypertensif, cortical, c'est plutôt dans le cas d'une angiopathie amyloïde, donc à risque plus élevé de saignement. On n'a pas vraiment pu démontrer cela dans cette étude. Donc les études en cours, donc vous voyez, il y en a beaucoup qui comparent les NOAC principalement avec le traitement habituel. Alors maintenant, ce qui est un peu la nouveauté qui n'est pas étudiée vraiment qui n'est pas étudiée dans l'étude, c'est la fermeture de l'auricule. Donc ça, c'est fait ici par le professeur Noble et son équipe. Donc vous avez sans doute entendu parler. Donc la fermeture de l'auricule qui nous permet en fait de réduire le traitement antithrombotique, de passer à une anti-agrégation. Donc nous, quand même, souvent, on y pense, on envisage cette fermeture pour justement être plus tranquille
et diminuer ce risque hémorragique qui est, ma foi, toujours là, même avec les NOAC, comme on disait, qui réduisent 50% le risque hémorragique cérébral par rapport au syntron. Donc si on revient à la question, est-ce que c'est possible? Donc on revient à notre patient, voilà, hein, toutes ces belles études, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut coaguler avec à quel délai. Donc ça, c'est un peu nos guidelines ou ce qu'on pourrait proposer. Donc si on veut commencer plus tôt, donc des hémorragies justement profondes dues à l'hypertension, en prenant soin de traiter l'hypertension. Si c'est lobaire, donc attention au risque hémorragique de la angiopathie amyloïde. Si le mécanisme est unique, traumatique, on peut penser à reprendre un peu plus tôt. Après, c'est sûr, si vous avez une valve mécanique, on va commencer plus tôt. S'il y a un risque thrombotique en fait très élevé, on peut envisager déjà dans les 2 semaines reprendre l'anticoagulation. Mais voilà, c'est d'essayer au cas par cas d'évaluer le risque thrombotique. Par contre, si le risque hémorragique est élevé et si on veut recommencer l'anticoagulation par syntron, ben là, voilà, plutôt privilégier alors une reprise vraiment tardive ou discuter la fermeture de l'auricule qui reste, je pense, avec aussi les améliorations des devices qui sont développés, vraiment une stratégie, une alternative tout à fait valable et probable qui va se développer ces prochaines années. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.